Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui accueille aujourd'hui le président du Parlement panafricain, M. Roger Nkodo Dang, notre invité. Merci beaucoup d'être toujours à notre compagnie. Donc, je le disais, le passeport panafricain, on l'a lancé en 2016. Dans le programme officiel, c'était que les chefs d'État devraient l'avoir, les chefs d'État et de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères et les diplomates accrédités à l'Union africaine. Et ensuite, en 2018, ça devrait être le tour des citoyens africains. Mais aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin de 2019, aucun citoyen africain n'est là. Qu'est-ce qui explique cela? Vous allez encore me dire qu'on est là pour surveiller ou bien pour faire avancer les décisions des chefs d'État. Non, je ne vais pas dire. Vous vous souvenez très bien que lors du dernier sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Niamey, on est revenu sur le passeport. Parce qu'en lançant la zone de libre-échange continentale, le problème du passeport se pose avec acuité. Bien sûr. Donc il est question aujourd'hui, et je crois, comme on a poussé la zone de libre-échange continentale vite, parce que c'est le seul traité de l'Union africaine, l'Organisation de l'Unité africaine, donc OUA, qui a été ratifié en moins d'un an. Ça veut dire qu'il y a un intérêt. Et on ne va pas faire... Il y a une volonté politique. Il y a eu une grande volonté politique. Mais nous n'allons pas faire le commerce lorsqu'on ne peut pas se déplacer d'un pays à un autre. Vous le savez. Donc je crois qu'à partir de cette volonté politique, il est question de pousser la réflexion. Il ne s'agit pas seulement du passeport, mais il faudra aussi voir les infrastructures de communication. Vous savez, pour venir à Brazza, je passe par Paris. C'est quand même... Je ne vais pas prendre... Partant d'où déjà? Je partant du Cameroun, je passe à Paris, j'arrive à Brazza. Je ne vais pas prendre, si on prend le commerce basique du manioc que je cultive au Cameroun, je m'en vais passer avec à Paris pour venir vendre à Brazza. Le coût de revenu sera très énorme. Donc il y a deux facteurs clés de la zone de libre-échange. Il faut les infrastructures de communication et la libre circulation des personnes et des biens. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, c'est devenu une réalité, mais l'Afrique de l'Ouest est confrontée également, bien que certaines compagnies essaient de se développer, il y a toujours ce problème de communication entre un pays et un autre. Bien entendu. Donc c'est pour ça que je pense que les chefs d'État, en accélérant la mise en place d'une zone d'échange continentale, ils ont à cœur le problème du passeport, et ça a été rappelé à Brazzaville. Oui, mais ils ont à cœur, ils ont accéléré la mise en place de cette zone de libre-échange, mais ce qu'ils n'ont pas à cœur, c'est de pouvoir réussir cette intégration au niveau sous-régional d'abord. Parce que quand on n'a pas réussi au niveau sous-régional, comment est-ce qu'on peut réussir au niveau africain? Je suis étonné. Je crois que l'Afrique centrale a évolué. Je ne sais pas de quelle Afrique centrale, de quelle année vous parlez, mais je crois que depuis 2016, les barrières douanières ont été levées en Afrique centrale. On va le vérifier tout de suite. On va le vérifier. On va le vérifier tout de suite. Je voudrais revenir sur un aspect purement sécuritaire. Il s'est avéré que la même année où les chefs d'État de la zone CEMAC avaient décidé la libre circulation, les problèmes sécuritaires se sont posés dans certains pays de cet espace. Et il y a donc eu à nouveau la fermeture des frontières. Mais en Afrique centrale, vous pensez que c'est une raison suffisante? En Afrique centrale aujourd'hui, une certaine catégorie de personnes circulent librement. Oui, mais pourquoi ça devrait être une certaine catégorie de personnes? Il faut en arriver à ce que le citoyen lambda puisse se promener librement. Oui, mais vous avez dit tout à l'heure, je tiens à revenir là-dessus, que les questions d'intégration, ça évolue en Afrique centrale. Est-ce que les citoyens camerounais prennent le visa pour aller en Guinée équatoriale, qui est leur voisin immédiat? Est-ce que c'est vrai? Les citoyens camerounais prennent le visa pour aller en Guinée. Autre exemple. Les deux capitales les plus proches. Attendez. Oui. Les citoyens camerounais prennent les visas pour aller en Guinée. Et ça, je t'ai dit, c'est une catégorie. Parce que quand même, lorsque vous êtes titulaire d'un passeport diplomatique ou de service, vous pouvez aller librement. Mais le problème qui s'est posé, et ça, nous en allons en arriver, puisqu'il y a déjà un passeport CEMAC, la levée des barrières douanières en Afrique centrale, c'est en train de se clarifier. Et je crois que ce problème des visas va tomber. Oui. Mais je vous prends, ne prenez pas seulement un seul cas. Non, je vais prendre je pars du Cameroun pour venir au Congo, au Brazzaville, je n'ai pas besoin de visa. Mais moi, je pars du Cameroun pour aller au Tchad, je n'ai pas besoin de visa. Mais moi, je pars de Brazzaville pour aller à Kinshasa, j'ai besoin de visa. Et c'est les deux capitales les plus proches au monde. Je suis d'accord. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette anomalie? C'est pour ça que la construction du pont sur le fleuve Congo résoudra certainement ces anomalies. Le projet qui est avorté, là? Non, le projet n'a pas avorté. Mais si ça n'avait pas été avorté, surtout que ce n'est pas les Africains qui financent. Ce n'est pas les Africains qui financent. Et pourtant, on n'a pas été capable de laisser construire ce pont-là.
un des États a émis des réserves. Oui, mais ce n'est pas dire que le projet a avorté. Ça veut dire que ce projet verra le jour un jour. Oui, mais est-ce que c'est les réserves objectives selon vous? Les réserves émises par l'État en question, est-ce que l'État est souverain? Je ne peux pas juger l'État est les souverain, réserves objectives ou pas, mais les États africains, dans leur intégralité, sont souverains. En tout cas, pour boucler cette question d'intégration, il y a un État quand même qui a donné un bel exemple à toute l'Afrique. Aujourd'hui, le président béninois a décidé que toute personne détentrice d'un passeport africain peut venir au Bénin, passer 30 jours sans avoir besoin de visa. Et pourtant, le ciel n'est pas tombé sur la tête des Béninois. Non, mais pourquoi les autres ne s'en inspirent pas? La libre circulation des personnes stimule la consommation interne des États. Ça, c'est clair. Si les gens peuvent aller au Bénin, rester un mois sans besoin de visa, ça fait développer le tourisme et tout. Je crois que c'est un bel exemple. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez faire le tourisme, vous allez vous développer avec ces restreintes de circulation des personnes. C'est impossible, vous le savez. Donc moi, je crois que l'idée du président béninois, c'est une bonne idée qui devra germer dans la conscience collective de tous les États pour que nous puissions circuler librement. Alors, on va conclure cette partie de cette émission et vous demander, entre intégration sous-régionale et intégration continentale, qu'est-ce qui devrait précéder quoi? Intégration sous-régionale d'abord. Voilà. Parce que le rôle du Parlement panafricain, c'est faire la jonction entre les différentes sous-régions pour faire l'intégration continentale. Alors, parlons maintenant de, sans transition, de la zone de libre-échange qui a vu le jour récemment. Cela vient lever quel blocage en fait? Moi, ce que je comprends de cette zone, c'est que nos dirigeants, nos chefs d'État sont prêts à avancer. Et le commerce a été le premier levier de développement que les chefs d'État ont donné l'accent. Parce que je vous ai dit, la zone de libre-échange a été signée et ratifiée en moins d'1 an. Et je crois que si demain, et comme vous l'avez dit, tous les autres facteurs suivaient, comme la libre circulation des personnes et leurs biens, la construction des ponts, des autoroutes, ça va permettre... L'Afrique, c'est 1,2 milliard de consommateurs. Si on pouvait faire le commerce à l'intérieur de l'Afrique, je crois que nos jeunes n'auront plus le temps de penser à l'aventure, à la Méditerranée. La Méditerranée, aujourd'hui, comme nous le savons tous, est devenue le plus grand cimetière du monde. Et de qui le cimetière de qui? Le cimetière des jeunes Africains capables de faire développer leur continent. Certains États étaient quand même réticents au départ, hein? Est-ce que vous comprenez leur réticence? Certains États étaient réticents. Non, mais jusqu'à la veille même, jusqu'à la veille. Il y a certains États qui se demandent, mais moi je n'ai aucune industrie, quel était mon intérêt? Mais on a compris, ou bien mon industrie est florissante, qu'est-ce que je vais commencer? Les États étaient florissants. Et comme je vous ai toujours dit, ça dépend de tout un déjà. Mais à la fin, ça s'est bien conclu. Tout le monde a signé et l'accord de libre-échange est en train de... Il y a des chiffres quand même qui font froid au dos quand on parle de commerce intra-africain. Les Africains, on se demande quel commerce ils font entre eux, vraiment. Et il est un constat que c'est le produit fini que consomment les Africains. Ces produits finis qui ne sont pas fabriqués chez eux et ils exportent les matières premières. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt privilégier cela pour qu'on arrête d'exporter les matières premières? Pour moi, 2 facteurs sont déterminants au commerce intra-État. D'abord, il faut régler le problème de l'énergie. Deuxièmement, il faut l'industrialisation du continent. S'il n'y a pas une industrie locale, le commerce qu'on nous chante, ça risque d'être le commerce des produits manufacturés. Exactement. Mais si nous arrivons à développer notre industrie, à transformer nos matières premières, là, ça va booster le commerce interne des États et partant de là, le commerce intra-État. Donc jusqu'à présent, l'idée, pour moi, nous restons dans un bon schéma qui donne une vision à long terme, mais les principaux facteurs du développement du commerce intra-État, c'est l'énergie et l'industrialisation de notre continent. Il y a une crise qui était latente, mais qui a connu quand même un bond spectaculaire ces dernières années, c'est la question du CFA pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. On a même vu un activiste donner un billet de banque en disant on ne veut plus du franc CFA. Comment est-ce que le Parlement panafricain s'est positionné par rapport à ce débat? Le problème du Parlement panafricain est clair. Nous ne pouvons pas faire le commerce
avec des différentes devises étrangères. Ça serait difficile. Donc nous, on est pour une monnaie unique, même du tout le continent. Si vous parlez du franc CFA, est-ce que vous pouvez imaginer que les deux francs ne sont pas interchangeables? Ce n'est pas normal. Le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest et le franc CFA de l'Afrique centrale. Ça voudrait dire, partout où on fera des marchés, il faudra des guichets d'échange de monnaie. Et si vous prenez la panoplie de monnaie qu'il y a en Afrique aujourd'hui, ça sera, le commerce ne pourra pas se développer. On a le dollar, on a certains pays qui ont leur propre monnaie. Je voudrais que vous parliez beaucoup plus du franc CFA. Parce que c'est ça qui suscite beaucoup. Absolument, pour moi, je suis pour que, soit qu'on harmonise ce franc CFA, qui devient uniforme, soit qu'on le change. Mais les Africains n'en veulent pas. Il n'y a pas de... Les Africains ne veulent pas. Oui. Comment on va donc faire le commerce? Dites-moi. Mais les Africains moi, de mon avis, aujourd'hui, je pense qu'il serait important, ne serait-ce qu'on harmonise ces deux francs, qu'il n'y ait plus de convertibilité entre le franc CFA de l'Afrique centrale et celui de l'Afrique de l'Est. Oui, mais celui de l'Afrique de l'Ouest. Je crois qu'à ce titre, on peut, même s'ils ne veulent pas que le franc CFA parte, mais on doit arriver à la non-convertibilité. Vous comprenez bien le problème que posent ces activistes qui estiment que le fait que le franc CFA soit arrimé, soit arrimé à l'euro, que ça ne fait pas l'affaire des Africains. Et dans le même temps, pendant que beaucoup d'économistes sur le continent estiment qu'il faut mettre de côté cette monnaie, on voit un dirigeant africain qui dit non, cette monnaie, elle est bonne, il faudrait que l'on continue avec. On est perdu dans ce débat. Il y a beaucoup de points de vue, il y a des points de vue divers dans ce problème du franc CFA. Mais moi, comme je dis, la première bonne démarche qu'il faille faire aujourd'hui, c'est de lever la convertibilité entre les deux monnaies. Il faut que les deux monnaies soient convertibles. Et les deux monnaies doivent être interchangeables d'un point avec la même valeur vénale. C'est-à-dire 10 000 francs Afrique de l'Ouest égale 10 000 francs Afrique centrale. Vous voyez, l'Afrique de l'Ouest qui utilise le franc CFA, c'est quand même un bon marché. Et puis, toute l'Afrique centrale, à l'exception de la RDC, nous utilisons le franc CFA. Ça peut déjà faire la circulation de la monnaie entre ces deux États. Mais tant qu'il y aura des échanges, des échanges de devises, des échanges du CFA, d'un CFA à un autre, ça va poser le problème. Et puis, le CFA qui est arrimé à l'euro, ça ne, à mon sens, ça ne profite pas à notre compte. De toute façon, c'est dans cette ambiance-là qu'on annonce l'arrivée prochaine de l'ECO, de l'ECO, la monnaie de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'on tiendra ce cap-là? Parce qu'on a dit en 2020, ça va entrer en vigueur. Vous donnerez la réponse, mais après la pause. Chers téléspectateurs, ne partez pas. On vous retrouve dans quelques instants.